Bon. Bah, à toi de jouer, Didier. Donc pour le concours de start-up, on va Clément, si tu peux mettre la présentation. Voilà, on va appeler les différentes start-up les unes après les autres. Il y a Clément et Emmanuel, si elles peuvent, s'ils peuvent remonter. On leur garde une place dans le canapé. Voilà. Emmanuel, Clément. Et Juan aussi. J'avais dit proposer à Boris aussi s'il est toujours là. Je sais pas s'il est. Non, il est parti peut-être. Ok. Donc on va les appeler. Tu t'as fait le listing, Clément, ou pas? Ok, bah on va commencer par Hollyworking, s'ils peuvent venir présenter Boris. Ok, on va se mettre là. On est sur quel timing, Didier, sur Donc 3 minutes pour pitcher et Ok. 2 minutes de questions-réponses max. Allez, ok, ça marche. 3 minutes, bah, c'est parti pour Hollyworking. Alors voilà, la slide est en train de se charger. On rappelle qu'il y aura 3 prix, peut-être pour nos membres du jury, parce que ça s'est fait un petit peu dans la dernière ligne droite. Il y a des critères particuliers, Non, pas de critères. Les trois, Voilà, le podium, d'accord? décider du podium, chacun, et puis Allez, c'est parti pour Hollyworking, 3 minutes. Bonjour à tous, je m'appelle Gaël Brisson, je suis donc le fondateur de Hollyworking. Je vais regarder alternativement le public et le jury pour être poli avec tout le monde. Alors ce soir, moi je vais vous parler de Grégoire, je vais vous raconter son histoire. Grégoire, c'est un jeune, il est à Bali. Il y est depuis 15 jours, il va y rester 4 mois. Et puis il va enchaîner avec 4 mois en Thaïlande. Et puis 4 mois au Costa Rica, à Samara. Grégoire, c'est un jeune, il était apprenti. Et il a super bien réussi son apprentissage. Sa boss était super contente. Elle voulait absolument le garder. Et puis lui, il voulait découvrir le monde et aller s'aérer. Et grâce à Hollyworking, on a trouvé une solution pour concilier cet enjeu professionnel de recruter des talents et en même temps ce besoin personnel, cette envie personnelle de voyager. Alors, c'est important de voyager. C'est important parce que moi, je trouve que ça fait grandir. Ça m'a servi toute ma vie en tant que chef d'entreprise. Et je crois qu'on revient avec un éclairage différent sur ce qu'on vit en France au quotidien. Et ça me paraît être hyper important. Donc, c'est une conviction. C'est aussi ce qui m'a drivé, je dirais, dans la création d'Hollyworking. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on propose aux salariés d'aller vivre quelques mois en immersion à l'international, tout en continuant leur mission en télétravail. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On assure déjà une innovation juridique avec un cadre sécurisé pour l'employeur, ça c'est important, et sans surcoût. Donc on a travaillé sur ce modèle RH validé de A à Z. Et puis bien sûr on accompagne le collaborateur avant le départ et à destination. À destination on a Ayou qui a accueilli Grégoire, qui est une balinaise, qui est allée le chercher à l'aéroport, qui l'a aidé à trouver un logement. Alors, quand on va avec des enfants, c'est aider à trouver une école. Et puis, qui favorise aussi l'immersion culturelle, parce qu'on veut que l'expérience soit riche et forte, donc au travers d'associations ou de la découverte de la culture locale. C'est ça l'expérience Hollyworking, qui s'appuie aussi sur une innovation techno, puisqu'on a une application qui sert à onboarder nos Hollyworkers, ceux qui partent, avant le départ, pour processer un petit peu tout ce qu'il y a à préparer. À l'arrivée, c'est aussi un outil de communication entre la communauté qui se crée à destination. Et puis, on a un flux également de données sur la sécurité, enfin les infos sanitaires et sécuritaires sur le pays. Voilà ce qu'on fait chez Hollyworking. Aujourd'hui, on ouvre aux salariés le nomadisme digital en France. Merci. Merci, vous restez 30 secondes et on est bon. Est-ce qu'il y a une question de la part des... Alors, est-ce qu'il y a un micro? Voilà, parfait. Est-ce qu'il y a une question? Alors, Emmanuel se saisit du micro. Ouais, vous êtes basé où? Alors, on est basé à Nantes. On est ravis de t'inviter en Bretagne. Mais on a posé la question avant de venir. On n'était pas sûr qu'on avait le droit de venir. Ah, si, donc, si. merci. Ah, c'est à Nantes, ok. Et qu'est-ce que ça apporte à l'entreprise? J'ai compris pour le Hollyworker, mais à l'entreprise de garder son salarié? Alors, on est sur différents sujets. Il y a 2 sujets principaux qui nous remontent des DG et RH. Le premier, c'est la volonté d'accompagner projet pro, projet perso. On est vraiment à la frontière. Développement personnel, apprentissage de langue
ouverture, ça c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est la marque employeur évidemment, fidélisation de talent, recrutement de talent, communication associée. Donc c'est vraiment deux sujets qui tirent un petit peu notre offre en B2B pour le déploiement en interne et l'affichage en interne. Vous êtes à quel niveau de développement et combien ça coûte pour l'entreprise? Alors oui, j'ai oublié de le dire, c'est important. Ça coûte rien à l'entreprise. C'est pas beau ça? Donc ça coûte pas plus cher à l'entreprise. On est sur un projet de ce qu'on appelle de mobilité à l'international pour convenance personnelle. Donc il y a une participation du collaborateur. C'est un pourcentage du salaire en fait. On est de l'ordre de 10%. Et puis, sans rentrer dans les détails, notre job c'est d'assurer la conformité légale à destination, d'assurer le collaborateur au niveau de la santé, au niveau de la prévoyance, etc. Et de mettre à disposition un coworking pour avoir un vrai environnement de travail aussi dans les pays de destination. Donc ça, c'est notre job. Donc il y a des frais qui naissent à l'international. Il y en a qui disparaissent en France puisqu'on sort le collaborateur du régime de sécurité sociale, mais il reste votre salarié. C'est notre innovation. On est entre du détachement et de l'expatriation pour ceux qui maîtrisent le langage de la mobilité internationale. Donc, imaginons que je veux faire partir un salarié ou un salarié qui veut partir à Bali bosser pendant 6 mois, ça lui coûte que 10% de son salaire. Ça lui coûte, lui, que 10% de son salaire, ouais. Sans C'est autre entre frais. 80 et 100%, ça dépend de la durée, du pays, mais en moyenne, c'est 10%. Voilà. Ok. Et pour l'employeur, c'est le coût du salaire brut chargé habituel. Et comment C'est la vous promesse. financez alors le start-up? Alors nous, au niveau fonds, Oui, c'est ça comment vous qu'est-ce ouais, que comment on grandit. Alors c'est vrai que c'est un sujet qui prend du temps à mûrir côté B2B ou B2C. C'est pas des choses qu'on dit tiens, demain je pars à Bali pour 6 mois avec ma famille. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est des projets qui mettent 6 mois, 1 an et demi à mûrir, et y compris en entreprise. Première fois que on s'adresse aux dirigeants, en général, le temps que ça fasse son chemin, ça met 6 mois au moins à décoller. Donc nous, on est sur le long terme. Donc comment on se finance? Je suis un dirigeant dans l'IT. J'ai eu quelques boîtes, voilà, j'ai quelques fonds et j'ai tout réinvesti dans ce nouveau projet de start-up. Ça fait 2 ans qu'on est créé. Aujourd'hui, on a 10 collaborateurs, enfin 10 Holy Workers qui sont partis. On a une centaine de dossiers pour l'année prochaine. Voilà où on en est. Aujourd'hui, on a des boîtes comme, tiens, je peux citer, j'ai parlé de Grégoire tout à l'heure, mais je peux citer Steven et Emmanuel, c'est un couple qui bosse chez Isatex, une boîte bretonne de Vannes, belle boîte. Et voilà, ils partent en décembre en Thaïlande, par exemple. Ok, allez, pour respecter le timing, on va s'arrêter là. Merci. Merci à donc tous. C'était Holy Working. Et on continue, Didier. Avec la société Blue Market. Alors, Blue Market. Voilà, c'est parti pour 3 minutes. Si. Alors, normalement, c'est comme ça. Si jamais on pilote en régie, si jamais ça en guidant par là. Voilà. Bonjour à tous. Société Blue Market, on est une société de réemploi industriel basée à Rennes. Du coup, on a fait le constat que chez les industriels, il y avait des flux sortants qui pouvaient encore être utilisés, qui avaient encore une valeur d'usage ou une valeur marchande. Du coup, le réemploi, c'est un double gain. C'est à la fois, vous allez éviter vos pertes liées au traitement et à l'évacuation, liées à la décote annuelle, et vous allez gagner un nouveau chiffre d'affaires. Aujourd'hui, ne pas réemployer, c'est vraiment un gâchis environnemental. Si on ne réemploie pas, c'est plus de transport et plus d'émissions de CO2. Nous, ce qu'on souhaite chez Blue Market, c'est qu'il y ait un maillage du territoire et que les industriels puissent s'entraider localement sur une même région ou sur un même bassin industriel. Notre catalogue, il est assez large. Il y a une grande variété de gammes industrielles aujourd'hui, mais on va se focaliser sur ce qui va pouvoir servir dans plusieurs secteurs. Ça peut être des stocks dormants, du matériel déjà amorti, mais ça peut aussi être du matériel neuf, encore sous emballage, même encore sur étagère. La plateforme aujourd'hui de Blue Market, elle a été créée lors d'une expérimentation avec le pool. Le pool, on peut expérimenter avec le pool à Rennes et ils nous ont amené plusieurs industriels du bassin rennais afin qu'on intègre notre processus de réemploi au mieux dans leur processus à eux.
Du coup, aujourd'hui, avec Blue Market, vous pouvez vendre, acheter, donner, négocier. On a aussi tout un processus de traçabilité et de négociation. Tout, et la logistique aussi. Notre modèle économique, il est simple, c'est 10% de commission pour l'acheteur. C'est complètement gratuit l'inscription, que vous soyez industriel acheteur ou industriel vendeur. Vous pouvez vous inscrire à la plateforme et avoir accès à notre catalogue. On prend 10% et on souhaite basculer à terme sur un système d'abonnement. Un système d'abonnement où vous allez pouvoir avoir des indicateurs d'impact environnementaux et même d'impact financier. Les deux fondateurs de Blue Market, c'est Arnaud et Guillaume, qui sont d'anciens ingénieurs INSA. L'un a commencé en commercial avant-projet dans l'industrie et le deuxième est docteur en informatique. Aujourd'hui, on est une équipe de 6 basée à Rennes. Du coup, je vous propose de passer au emploi. Inscrivez-vous, c'est gratuit et lancez-vous. Merci. Merci. Alors, est-ce que ça inspire les membres du jury sur des questions? Oui, alors il y avait un micro, ouais, c'est bon. Alors, est-ce que... moi, j'adore, je trouve ça top. Et est-ce que tu as pensé aux déchets? Est-ce que vous avez pensé aux déchets industriels? Alors nous, on ne traite pas les déchets. Non, mais pas les déchets ultimes, mais on a tous des pièces qui nous restent après et qui pourraient être, qui peut servir au Danemark, ils font beaucoup ça. Les déchets de l'un deviennent la ressource de l'autre. Et ben, moi, j'ai du bois, j'ai sûrement que chez Guilherme, il y a des choses. On a tous des matières qu'on utilise, mais c'est des chutes de production. C'est totalement dans notre catalogue Blue Market. Ça peut très bien être des matériaux métal, bois. Et du coup, le mettre en annonce sur notre site, on peut trouver des acheteurs qui, eux, sont intéressés localement pour récupérer ces chutes ou ces matériaux. Ok. Et c'est vrai, est-ce que tu t'es rapproché de produits en Bretagne? Peut-être que ça sera intéressant, parce qu'on est très nombreux, et peut-être que d'utiliser le réseau produits en Bretagne pour te faire connaître et pour qu'on adhère. On les a déjà rencontrés au Forum économique breton qui se tenait à Saint-Malo. Ouais. Mais depuis, on n'a pas eu d'échange. Je vais rappeler Jean, moi. C'est chouette, moi, je trouve. Voilà. Une question sur, une fois qu'on a mis le produit sur la plateforme, il est stocké où? Ça reste chez l'industriel. Nous, on ne touche pas au produit. On a mis tous nos processus au clair, c'est-à-dire que sur notre plateforme, vous pourrez gérer la logistique en retrait ou en envoi en fonction de l'industriel, de comment il le souhaite et de vous, comment vous voulez le récupérer. Nous, on ne touche pas au produit, on fait tout ce qui englobe les échanges. D'accord, la mise en relation. Quoi. La mise en relation. Et donc, donc tant qu'il n'est pas vendu, il reste à l'endroit où il est, dans le stock peut-être depuis 10 ans. Dans le stock dormant, où il n'est pas utilisé, et souvent il est gardé au chaud chez l'industriel parce que c'est déjà quelque chose qu'il a en stock et qui est déjà amorti ou en stock dormant. Ouais. Quand je pense à différentes sociétés qui ont 200, 300, 400 000 euros de stock, avec des fois des 100, 150, 200 000 euros de stock non tournant, c'est une sacrée bonne idée. Juste que je comprenne bien, sur la plateforme, il y a le stock potentiel ou c'est juste de la mise en relation? C'est juste des annonces que postent les industriels vendeurs qui ne veulent le stock, plus, quoi. Voilà, le stock disponible. Et juste ce qu'ils veulent mettre sur la plateforme. Pas forcément tout leur stock, mais ceux dont ils n'ont plus l'utilité, qui veulent se séparer. Okay. Au micro, Jean-Luc, comme ça, on en fait bénéficier tout le monde. Là, c'est vrai que ça devient un peu technique, mais du coup, quand ça intéresse, forcément, si on met, je sais pas moi, Keguiner met 3 palettes de briques qui sont plus à la bonne taille, et puis on les met sur votre site, et 2 ans après, il y a quelqu'un qui les voit, qui dit ouais, non, ça m'intéresse, parce que. Et puis en fin de compte, quand il appelle chez Keguiner, elles ont déjà été vendues, mais elles sont toujours sur votre site. Donc comment Notre site, il y a une date de péremption par annonce. Et du coup, on relance à ce moment-là l'industriel vendeur en lui disant attention, votre annonce arrive à échéance, soit on la supprime, soit on continue. Ça se fait beaucoup en cosmétique parce qu'on a des problématiques en fait de matières premières avec des DLUO qui sont assez courtes et du coup certains fabricants rachètent la matière parce qu'ils vont l'utiliser dans une prod assez rapidement. Donc peut-être ça peut être un agrégateur aussi de ces matières-là, ou vous voulez vraiment rester sur des
choses industrielles, ce que je regardais sur votre Nous, site. nous, comme je disais dans le catalogue précédemment, pour l'instant, on est une jeune entreprise, du coup, on se focalise sur un maximum d'articles qui peuvent être utilisables par un maximum d'industriels. Mais aujourd'hui, des produits spécifiques peuvent très bien être sur la plateforme et trouver un acheteur de son côté. C'est juste, ça mettra peut-être plus de temps et c'est un autre moyen d'acquisition. Et comment vous êtes sûr qu'ils vont passer par votre site pour faire la transaction? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autres moyens. C'est soit les deux industriels se rencontrent, soit sans passer par notre site. Oui, mais après, bah, si je vois bien, ah tiens, je sais Ah où oui. c'est, clac. Parce qu'il n'y a pas d'échange de coordonnées entre les deux industriels avant que le paiement soit effectué. C'est-à-dire qu'ils peuvent négocier juste, mais sans jamais s'échanger de messages entre les deux. Et c'est qu'à la fin, une fois que le paiement est effectué, qu'à ce moment-là, il y a une fiche de retrait de matériel qui est envoyée sur chaque industriel afin que là, ils aient des coordonnées appelées, une adresse, etc. Ok, je vous propose qu'on s'arrête là parce qu'il y a eu pas mal de questions. Merci beaucoup, ça a suscité l'intérêt en tout cas. Merci beaucoup, on peut le remercier par quelques applaudissements. On passe au projet suivant. Alors on a voilà le quatrième projet hyper simple. Je sais pas, hyper simple. Bah ouais, c'est ça. On a un peu de mal à. Et à deux, ouais. Hein, pourtant, j'ai bu qu'un petit verre de blanc à midi. Hein, c'est pas non plus exagéré. Hein. Bonjour, ça va? Bonjour. Allez, c'est parti, Tanguy. Donc Tanguy Ternic, je suis associé gérant au cabinet Innovapi. Je dirige aujourd'hui, on est 3 collaborateurs et donc le projet de digitalisation, c'était de lancer une plateforme numérique. Je vais prendre la zapette. Avec quelques idées. Ouais, sinon on va piloter en régie directement, Ouais. on va avancer. Voilà. Merci. Alors, quelques idées simples. La propriété industrielle, c'est plutôt lourd à comprendre. J'ai fait beaucoup d'études pour arriver là où j'en suis. Je suis conseiller en propriété industrielle, donc avec des réglementations, un ordre qui est la CNCPI, donc la Compagnie nationale de la propriété industrielle. Et l'idée, c'était de faire quelque chose de simple pour mettre une plateforme avec certaines tâches dont ma valeur ajoutée, j'en avais aucune. Donc l'idée est venue de lancer un site internet hyper simple avec plusieurs offres. Donc là on peut passer à la suite. Voilà. 4 offres pour le moment et je vais en détailler une seule. La première, ce qui est l'horodatage. En fait, l'horodatage, c'est quand vous avez une idée. Le principe, c'est d'essayer de prouver que vous êtes le père de cette idée et d'avoir une date certaine sur la création de cette idée. Et pour pouvoir se faire, en fait, j'utilise la technologie de blockchain pour, en plus d'un fichier horodaté, moi, personne physique, je fais une attestation en tant que conseiller en propriété industrielle et l'ensemble, en fait, va dans la blockchain. On enregistre le fichier, on a un fichier de preuve et un certificat de dépôt en sortie. Et donc ça, je le matérialise financièrement, juste 12 €. En fait, c'était 10 € hors taxe, mais c'est ce que fait l'INPI avec son enveloppe solo. Ce qui est en train de se faire, c'est concrètement, il y a plein de concurrence sur l'horodatage, et donc tout le monde fait cette offre. Donc je veux aussi faire la mienne. Voilà. Et donc les autres offres sont aussi disponibles dans le but, bien sûr, de rendre le site accessible à tous et faire quelque chose d'hyper simple. Donc en gros, on va sur le site, on télécharge, on upload en fait le fichier à horodaté par exemple, et après moi je m'en occupe avec mon équipe. Voilà, merci de votre attention. Très bien, merci. Alors, est-ce que ça éveille des questions? Ouais, c'est plus complexe, c'est vrai que la plateforme de matière, mais c'est vrai que moi je fais beaucoup de propriété industrielle. Et qu'est-ce que vous apportez plus que l'INPI par rapport à l'enveloppe solo? Alors, mon métier, en fait, c'est de faire l'interface de l'INPI. C'est-à-dire que moi, je ne travaille pas pour l'INPI, je suis privé. Et en fait, je fais en sorte de déposer correctement en fait, les informations sur l'INPI. Parce que ce qui ne dit pas, c'est que c'est ce qu'on apprend avec le métier. Et donc, c'est ma valeur ajoutée que ce que je fais, en fait. Donc, c'est mon cabinet en fait, associé, mais via une autre plateforme pour
ne pas potentiellement perdre des clients qui ne seraient pas venus me voir directement, quoi. Si j'ai bien compris, l'idée c'est que quand on veut déposer quelque chose, on puisse le déposer sur votre plateforme, comme ça vous génère des prospects et derrière vous êtes capable, vous, de les accompagner pour le déposer à l'INPI derrière. Oui, c'est exactement ça. Ouais. Et la plupart du temps, c'est j'ai une idée, j'ai une invention, mais je ne veux pas en parler. Mais il faut déjà prouver qu'on soit la paire de cette idée, et puis après, vous pouvez en parler, et puis faire signer des accords de confidentialité, et puis après on peut évoquer une stratégie ensemble, quoi. Et le cabinet, vous l'avez déjà? Oui. Donc vous lancez la plateforme pour avoir les... Tout à fait. Très clair, merci. Si on est bon sur les questions, on passe au projet suivant. Merci Tanguy. Et on va accueillir le projet suivant, c'est Lysia. Lysia, voilà, qui nous rejoint, ou pas, hein, ou pas. Toujours une petite part d'incertitude. C'est plutôt l'option pas, visiblement. Non, d'accord. Peut-être une personne timide qui n'ose pas monter sur scène. C'est vrai que c'est pas évident de nous côtoyer, hein, je peux comprendre. Eh ben, c'est pas grave, on va pas pitcher à sa place. On va passer à Bixo. Si je dis pas de bêtises, Bisco, pardon. Décidément, entre les noms. Alors, voilà, c'est bon. On nous rejoint, donc c'est Bisco. Alors, bienvenue. Bonjour. On vous laisse le micro pour 3 Bonjour. minutes. Ok. Bonjour messieurs, dames. Je vais vous présenter la société Bisco. Je vais démystifier tout de suite un truc. Le byssus de moule, c'est la fibre qui permet au moule de s'accrocher sur les rochers. Donc là, à l'écran, on voit, c'est la petite fibre dorée. Et avec cette fibre, qui est un coproduit de l'industrie mythilicole, on invente une nouvelle génération de matériaux biosourcés et haute performance. Alors, aujourd'hui, les industries sont déstabilisées à cause des pénuries de matières premières. Ça engendre une augmentation des prix et des délais. Et face à l'urgence, les industries, elles cherchent des solutions qui sont renouvelables et biosourcées, sauf qu'il y a très peu de solutions disponibles. Et pour preuve, on observe un déficit d'offres sur le lin et sur le chanvre. Et donc, nous, on invente la filière de valorisation du byssus de moule. Donc, on conçoit et on fabrique des textiles industriels en byssus de moule, qui sont, vous pouvez revenir s'il vous plaît, qui sont inifuges, c'est des bancs absorbants acoustiques, c'est des isolants thermiques, ils sont particulièrement légers et ils reprennent leur forme après une déformation. Donc voilà, maintenant vous pouvez y aller. Alors, on a deux activités chez Bisco. On a une activité bureau d'études où on fait de la transition environnementale des matériaux. Hein, c'est ça notre métier, c'est le fil conducteur de l'entreprise. Et au service de cette transition environnementale des matériaux, eh bien, on a des textiles industriels en byssus de moule. Vous pouvez passer. Donc, non, revenir. Ouais, merci. C'est les trois marchés prioritaires. Donc, on est sur le marché du textile technique. On fait des équipements de la maison, donc isolation des systèmes techniques type chaudière, etc. Et puis tout ce qui est aménagement intérieur sur les marchés de la mobilité, aéronautique, ferroviaire et le nautisme. Et aussi vêtements techniques type équipement de pompiers, CRS, etc. etc. Ces marchés-là, ça représente un volume d'affaires d'environ 250 millions en France. Et nous, avec la ressource qu'on a disponible, on pourrait arriver à 20 millions de chiffre d'affaires. Voilà notre petite équipe. Je m'appelle Robin Maquet et je suis le fondateur et directeur technique de l'entreprise. Florence Baron, qui est mon associé, qui gère la partie administrative, financière et juridique, propriété intellectuelle. On a le directeur commercial externalisé et en bas, c'est une équipe technique, donc un ingénieur industriel qui nous permet de concevoir et de développer les équipements industriels qui permettent de produire. Hein. C'est une nouvelle matière, donc nouveau procédé. Et puis 2 apprentis sur les matériaux et sur les textiles. C'est bon. Bon, en gros, ça c'est un petit peu pour vous expliquer l'ambition de l'entreprise. Vous savez ce que c'est? C'est Alexandrie, en gros. C'est genre un phare et un fort. Et c'est les deux éléments qui sont importants
de mon point de vue, pour une entreprise, le phare qui représente la vision long terme, donc la transition environnementale des matériaux, et puis le fort autour qui permet à l'entreprise et au phare de résister aux tempêtes, et donc qui représente pour moi la dimension industrielle de la société. Voilà, j'ai terminé. Eh ben, très bien, je suis sûr que notre jury aura des questions sur le produit ou l'usage. Clément. Je vais commencer. Juste, alors vous êtes producteur de moules ou vous allez chercher la matière auprès de producteurs de moules? Non, on n'est pas du tout producteur de moules. En gros, c'est l'industrie mythilicole qui génère des coproduits. Hein. Ils vendent les moules dites prêtes à cuire, donc ils les lavent avec des brosses, ils arrachent le byssus. Et donc, nous, on passe chez eux, on récupère ce coproduit. Hein. C'est pas vrai. Bah, c'était un déchet, mais aujourd'hui, c'est un coproduit puisqu'on le valorise. On a inventé toute une filière de lavage de la matière où on extrait la fibre des autres éléments et puis on transforme en matériaux textiles. Et vous arrivez à en avoir en grosse quantité? Ouais, il y a 5000 tonnes de disponibles sur le territoire, sur un matériau qui est particulièrement léger, donc en termes de volume, je vous laisse imaginer ce que ça peut représenter. Aujourd'hui, votre chiffre d'affaires, ça représente quoi? Notre chiffre d'affaires actuel, là, on est à 60 000 €. On est créé depuis août l'année dernière. Pour le moment, on fait du chiffre d'affaires que sur du prototypage et sur du bureau d'études, le temps d'industrialiser et de pouvoir vendre à des tarifs raisonnables. Hein. Vous avez procédé à une levée de fonds? Non, non. D'accord. C'est quoi le premier objet ou le premier service que vous allez... Ah ouais. Ça va être quoi? Enfin, d'après vos études, là, ça fait 1 an du coup que vous êtes sur des protos, j'imagine. Ça va être quoi la première chose qui va sortir parce que... Bah, en fait, il y a déjà des trucs qui sont sortis. Là, par exemple, on fabrique des... En fait, quand je dis on vend du bureau d'études, on vend aussi des prototypes. Donc, genre, en gros, il y a les premiers produits qui sont vendus en toute petite série. Et ça nous permet de financer notre R&D d'une part et d'autre part d'ouvrir les marchés. Donc là, on a une couche qui sert à faire le côté moelleux dans un ballon de foot. On a un panneau d'absorption acoustique, genre pour mettre dans les salles comme ça ou bien dans les salles de réunion pour éviter que ça résonne. Et puis, là, il y a une dizaine de projets en cours qui sont pas encore prototypés, mais genre sur des trucs que j'ai pas trop le droit de dire en vrai, mais genre Bon, ça reste entre nous. Hein, des barrières feu sur des équipements techniques sur les marchés de la défense et civile. Donc le bisus, il a plein de vertus parce que s'il permet d'empêcher la chaleur, d'empêcher le son de passer, etc. Vous avez des milliers de possibilités derrière avec cette matière. Bah ouais, c'est ça, les marchés ils sont très larges. C'est à la fois une force parce qu'on peut être un peu partout sur des marchés à forte valeur ajoutée, type l'armée, quoi. L'aéronautique, on fait de l'aménagement intérieur sur des cloisons d'aménagement intérieur de l'aéronautique, isolation thermique et tout. Donc c'est une force parce qu'on peut être sur plein de marchés, mais c'est aussi une faiblesse parce que genre, on ne sait plus trop où donner de la tête et genre, il faut savoir prioriser un marché, avoir une vache à lait pour rendre l'entreprise rentable assez rapidement. Voilà. Dernière question pour Emmanuel. Ouais. Et vous êtes basé, peut-être que tu as déjà dit, hein, vous êtes basé où? Alors, on a le bureau d'études qui est basé à Nantes, l'unité de production de lavage de la matière en Bretagne, à Cancale. C'est un des plus gros bassins mytilicoles, la baie du Mont-Saint-Michel de France, donc on s'installe à côté de la ressource. Et puis, on sous-traite la transformation textile à Lille pour l'instant. Dans 1 an, on fait rentrer la première machine de transformation qui permet d'affiner la fibre et de faire les mélanges de matières qu'on va installer dans un atelier sûrement sur Nantes. Donc 2 sites d'ici 1 an. Et puis derrière, l'usine de Cancale là, qui devrait être reproductible. Et genre, on va aller l'implanter sur les autres gisements européens, genre en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas. Voilà, c'était Bisco. Merci. Alors, on a encore normalement 2 speakers. On a Marvin Travel Planner. Ça doit être François, si je dis pas de bêtises. Est-ce que François est dans le coin? Il est là, François. OK. François qui avait participé au dispositif West Startup on stage, François.
Allez, t'as l'habitude de pitcher. C'est parti dès que le support est. L'habitude, je suis pas. Ouais, sûr, l'habitude, ouais, si. On va essayer. Alors, faut juste sélectionner en régie. Marvin Travel Planner, pardon. Tac. Allez, c'est parti. 3 minutes pour François. C'est parti. Bonsoir tout le monde. Alors, je me présente, je suis François Poulmar. Et ce soir, je vais vous donner une petite envie d'évasion, du moins j'espère. Je vais vous parler de voyage et vous présenter ce que c'est que le quotidien du voyageur autonome. Donc, c'est la slide suivante. Si possible. Merci. Ah, c'est vrai qu'il y a des pertes de... Ouais, il y a des petits soucis sur Il y a le... des Voilà, petits soucis. Clément, mais ça peut donner, il faut le voir comme une opportunité. Tu vois, Voilà. Clément qui sait qu'il va se lancer dans les gaufres et les crêpes, hein, c'est ça Mais j'ai eu des appels déjà pour savoir Mais si ouais, c'était mais si tu c'était devrais, possible, voilà. donc, C'est la nuit porte Non, conseil. Ouais. on va gérer, il n'y a pas de souci. Allez, François. Donc, il me manque un petit titre sur un de mes petits carrés là. Donc, la réalité d'un voyage, ça démarre toujours par une envie. Une envie, alors on a des sollicitations qui peuvent venir un peu n'importe où. Ça veut dire des documentaires, de reportages, de réseaux sociaux, des amis, l'entourage qui nous donnent envie de partir quelque part. Et cette envie va rencontrer des critères de choix. Donc les critères de choix, ça va être notre planning, ça va être le budget qu'on peut mettre sur notre voyage, ça va être la facilité aussi, la destination qu'on a choisie. Est-ce que c'est facile d'accès? Est-ce qu'il y a de l'accompagnement sur place? Et devant tous ces éléments-là, en fait, les offres qu'on a actuellement sur le marché, c'est soit des offres clés en main, faites par des agences de voyage, ou alors à la carte, faites par des travel planners. Donc c'est des personnes qu'on paye pour construire son voyage. Et ce qui arrive souvent, enfin moi c'est ce qui m'arrive quasiment tout le temps, c'est qu'on le fait soi-même. Alors qu'on va se mettre à chercher, on va prendre un guide, on va dire tiens j'ai flashé sur telle destination, je prends un guide et puis je regarde les vols, je regarde les hôtels, je regarde les locations de voitures, enfin les moyens de transport. Et je veux bien la slide suivante du coup. La problématique quand on fait ça, quand on est dans ce mode de fonctionnement-là, qu'on fabrique soi-même son voyage, c'est que la grosse problématique, la première, c'est de savoir où aller, clairement. Parce qu'on a énormément de sollicitations, c'est pas facile de trouver une destination qui corresponde à nos envies. C'est des envies différentes en fonction de chacun, c'est qui correspondent à nos contraintes, parce qu'on va avoir des contraintes de budget, on va avoir des contraintes de temps, et qui correspondent aussi à nos convictions, parce on voit arriver maintenant des nouvelles façons de voyager, que ce soit du slow travel, de l'éco-travel. Une fois qu'on a matché tous ces éléments-là, on peut commencer à la phase de préparation du voyage. La phase de préparation du voyage, souvent, c'est énormément de temps passé à se renseigner. Donc on a chopé notre destination, on va regarder des articles, on va regarder des guides papier, on va fouiller, on va commencer à rechercher le bon tarif sur Internet, des vols, des hébergements. Ça fait monter le stress, ça fait monter l'angoisse. Et ce qui arrive régulièrement, c'est qu'en fait, on se rend compte que ça colle pas, ça va pas. Soit c'est trop cher, soit c'est pas possible d'y aller au moment où on a nos congés, soit il y a régulièrement un problème et on repasse à la phase où est-ce que je peux aller? Si là je peux pas à cet endroit-là, où est-ce que je peux aller? Et c'est là, du coup, on peut passer à la slide suivante. C'est là qu'intervient l'idée de monter Marvin. Donc Marvin, c'est un digital travel planner. C'est une intelligence artificielle qui va prendre la forme d'un chatbot, s'intégrer à votre messagerie préférée, que ce soit WhatsApp, que ce soit Messenger, capable d'intégrer des groupes d'échange. Donc si vous partez à plusieurs, en famille, en amis, en couple, il va venir justement voir ses envies, ses contraintes, ses convictions de tout le monde, il va les mixer et il va essayer de trouver une destination qui correspond à tout le monde. Ça ne va pas être qu'un chatbot. Marvin va aussi être une application que vous allez pouvoir embarquer sur le téléphone en offline. Au moment où vous partirez, il va intégrer des petits guides par rapport à votre destination. Il va intégrer des cartes offline de la destination et il va aussi centraliser vos documents de voyage, donc vos billets d'avion, vos passeports, soit une sécurité dans un coffre-fort numérique. Du coup, je vais conclure tout de suite, 3 minutes, ça passe assez vite en fait. Donc la dernière slide. Pour conclure, Marvin, c'est l'intelligence artificielle pour voyager en toute sérénité. J'espère que j'ai été assez clair. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous mets un QR code pour vous inscrire, parce que pour le moment, c'est pas encore disponible. J'espère sous peu que pouvoir vous proposer une solution. Alors, est-ce que c'est l'invitation Est-ce que l'invitation au voyage aurait été reçue? Est-ce que ça génère des questions, des envies de voyage peut-être chez les membres du jury? Clément. Question, c'est un algorithme qui vient prendre des informations directement sur le web, ou il y a des partenariats avec des agences de voyage, ou non, c'est vraiment toutes les informations qu'on peut trouver sur Internet qui sont intégrées dans ton algorithme?
Ça peut être les deux. Alors l'objectif, c'est vraiment de centraliser, entre guillemets, le chatbot vient de poser un ensemble de questions, un peu sous forme de gaming, entre guillemets, et va venir matcher avec ce qu'on peut trouver sur Internet. Donc, tous les infos, en gros, les voyages, les destinations de voyage, c'est hyper documenté sur Internet, mais il y en a partout. Il y a des blogs, il y a des articles, machin. Donc, il va construire le machine learning va aller construire une base de données là-dedans, et il va venir matcher les envies et convictions de chacun avec cette base de données-là. Derrière, un des objectifs, parce qu'il faut bien gagner de l'argent aussi, c'est d'apporter du partenariat avec des acteurs locaux. Donc, je ne veux pas vendre directement du produit de masse, entre guillemets, c'est vendre le plus proche possible avec des acteurs locaux. Donc, c'est-à-dire des acteurs locaux qui sont directement, je sais pas, au Costa Rica ou des choses comme ça, qui viennent s'inscrire sur la plateforme et qui après prendront le relais directement en chat avec les futurs clients, avec leurs futurs clients. Boris a une question. À première vue, là, le business model me paraît quand même assez complexe parce que ça serait du coup, enfin, j'ai pas tout suivi peut-être, mais ça serait du coup c'est un contrat de rapporteur d'affaires en fait avec les locaux en fonction des pays, etc. Mais ça veut dire que en termes de monétisation, en termes de faire venir sur la plateforme les bonnes personnes, avoir le choix, etc. Ça paraît assez complexe. C'est hyper complexe. C'est hyper complexe parce que je suis sur une application B2C. Déjà, c'est pas évident. Je suis sur une application, je suis sur quelque chose où tu peux t'en passer, tu peux continuer à chercher par toi-même. Donc, il faut pouvoir ajouter un plus à quelque chose que tu as déjà gratuitement sur Internet. Donc, il y a au niveau business model, il y a le mode partenariat, c'est une des phases d'étude. Il y a aussi le mode freemium, entre guillemets. Donc, c'est-à-dire, par exemple, n'avoir que le chatbot en gratuit pour tout le monde. Et à partir de la partie coffre-fort, offline, appli offline, avec un suivi derrière, je ne l'ai pas précisé, mais il y a aussi une volonté de mettre un suivi, c'est-à-dire est-ce que le chatbot revient au retour poser des questions, est-ce que le voyage s'est bien passé, pour pouvoir conseiller d'autres personnes derrière. Et alors, l'idée aussi, ça serait peut-être de faire ce mode freemium, entre guillemets, où il y a une possibilité d'abonnement. Si on est content de l'application, on prend l'abonnement, et puis ça serait un mode de rémunération, quoi. Et deuxième question, excusez-moi, mais je me pose la question vraiment du pain point, parce qu'au final, ce qu'on aime bien dans le voyage, c'est d'abord le préparer. J'ai fait du backpack aussi, ça peut être problématique, d'accord, mais ce qu'on aime bien, c'est d'aller trouver sur les blogs les choses, les trucs un peu sympas, et qu'on est capable d'aller voir. Et je ne sais pas si... parce que la problématique qu'il y a, c'est que si on passe par un chat, tout le monde aura les mêmes réponses, tout le monde fera les mêmes choses. Est-ce que c'est problématique ? En vrai, même en backpack, tu fais la même chose que tout le monde. Bien sûr. Mais on n'a pas l'impression. Mais tu n'as pas l'impression, c'est vrai. Non, le backpacker, là, tu es un voyageur un peu particulier. Tu es un type de voyageur un peu particulier quand même. Parce que là, tu pars vraiment avec ton guide dans la poche et tu pars sur une période de 3-4 semaines, voire plus, quoi. C'est pas ma cible. Ma cible, c'est clairement le travailleur... entre guillemets cadre plus qui va partir 15 jours dans l'année et qui veut pas de ce stress entre guillemets du voyage. Okay. Dernière question. Non, moi je suis carrément dedans parce que je suis en train de chercher mon prochain voyage. Mais en fait ce qui est atroce c'est que comment il va faire le chatbot pour savoir ce que je veux parce que je change tout le temps d'avis. Et comment il va réussir à savoir que... Enfin, c'est ça qui est dingue quand on cherche un voyage, ça part dans tous les sens, quoi. Et puis après, les contraintes arrivent, les budgets, comme tu dis, les télés, le timing, ça va dans tous les sens. Donc, je ne sais pas comment le chatbot va arriver à suivre ce qu'il y a dans ma tête. C'est là toute la complexité de la solution, et c'est là où je dois apporter de l'expertise. Mais tu as l'impression de partir dans tous les sens. En réalité, non. En réalité, il y a des profils de voyageurs qui sont assez fixes. Et le chatbot va venir te poser un ensemble de questions. Si la première destination ne te convient pas, tu lui dis non, il va continuer à t'en proposer d'autres, quoi, jusqu'à ce que ça matche. Et si ça matche, mais qu'au niveau on va dire date de départ, ça le fait pas, il va peut-être le mettre de côté et te dire non, cette date-là, ça le fait pas, mais je le mets de côté, je te le propose plus tard. Des conseils sur la saison aussi, parce qu'on dit toujours l'hiver, il faut partir loin, mais loin, apparemment Bali, l'hiver, au mois de janvier, c'est pas top non plus. Enfin, c'est compliqué de savoir où aller. Il te donne des conseils aussi. C'est ça, oui, clairement.
Allez, on est bon. Ce soir, on va rêver à notre prochain voyage. Grâce à François, c'était Marvin Travel Planner et on accueille Innovali. Non, alors Viabiz, Viabiz, voilà. Hein, alors, est-ce qu'on a la personne là ou les personnes? Ouais, c'est bon, très bien. On est bon sur Viabiz. C'est bien ça. Faciliter, simplifier l'accès aux soins de millions de salariés. Vaste mission. Jean. Merci. Ou Thomas. Non, Jean. C'est ça. Jean. Le prénom, c'est Jean. Merci. Le prénom, c'est Jean. Hein. C'est pénible, les gens qui ont des prénoms. Bonsoir à et des tous. noms, Bonsoir. Bref. Allez, c'est parti pour 3 minutes. Donc ce soir, je vais vous parler de santé, un sujet qui tient à cœur pour la majorité des Français. Et principalement de notre plateforme, qui est la première plateforme qui permet d'accéder directement à la santé sur son lieu de travail. Voilà. Alors, on pilote les slides en régie directement. Merci. Et en fait, il y a deux problématiques aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, quand on est salarié, le plus difficile, c'est toujours d'arbitrer entre son emploi du temps et celui du praticien. On a la volonté de prendre un rendez-vous, de consulter, ça, il n'y a pas de difficulté, mais la problématique, c'est toujours savoir à quel moment je vais pouvoir consulter. Et donc, ça pose un vrai problème pour les entreprises, à savoir qu'il va y avoir de l'absentéisme pour prendre une après-midi pour gérer un rendez-vous santé. Et puis, ça va aussi faire que, dans certains cas, il y a la problématique du désert médical qui se met en place. Et donc les RH, les employeurs en sont conscients, hein, puisque quand on les interroge, on l'a fait pendant 1 an avant de lancer Viabiz, on a constaté qu'ils étaient vraiment enclins à ce que l'on puisse leur proposer des solutions pour favoriser l'accès aux soins pour leurs salariés. On comprend bien pourquoi, pour favoriser l'engagement, travailler sa marque employeur et puis réduire ce fameux absentéisme. Alors, la solution, eh bien, avec mes 2 autres cofondateurs, on a créé donc une plateforme qui va permettre de mettre en relation des praticiens de santé avec les salariés sur le lieu de travail. Alors moi-même, je suis professionnel de santé historiquement, donc je connais le sujet de ces difficultés. Et on a voulu faire quelque chose d'extrêmement simple qui permet donc de faire venir au bureau, sur rendez-vous, des praticiens. Vous allez pouvoir prendre rendez-vous dans une salle qui sera dédiée, que votre entreprise aura pu donc mettre à disposition pour que vous puissiez donc avoir accès à plusieurs spécialités médicales. Alors aujourd'hui, on est sur plusieurs verticales de santé. La partie vision, bien voir, des examens de vue, des contrôles de la vue, la partie aussi également audition. On est aussi également sur les TMS, les troubles musculo-squelettiques, faire venir des ostéopathes, et puis aussi sur la santé mentale, et enfin, très prochainement, des dermatos en téléconsultation et des médecins généralistes aussi en téléconsultation. Donc l'objectif, c'est d'être vraiment un guichet unique qui va permettre donc de pouvoir avoir accès à tout un ensemble de verticales de santé pour améliorer sa santé. Concrètement, comment ça marche ? Vous êtes RH, vous êtes l'employeur, vous accédez à la plateforme, vous allez donc créer des journées de santé d'une manière extrêmement simple, en 3 clics. Et dès lors que vous avez choisi une thématique de santé, prenons l'exemple de la vision, vous voulez faire venir un optométriste pour faire contrôler la vue de vos collaborateurs, eh bien cette information elle est pushée immédiatement à notre réseau de praticiens de santé. On en a plusieurs milliers qui sont déjà adhérents à la plateforme en 18 mois. Et toujours en proximité, le praticien de santé, donc l'optométriste, va répondre positivement à la demande et immédiatement après, il va ouvrir son agenda pour que les salariés puissent accéder donc, à des rendez-vous et réserver un slot. Voilà. Donc l'objectif, c'est de se dire que dans une ère post-Covid où finalement il y a beaucoup de télétravail, il y a de la flexibilité, il y a des bureaux disponibles, il faut vraiment réenchanter les bureaux, savoir un petit peu attirer et fidéliser ses collaborateurs. On se dit que l'entreprise peut être probablement demain un nouveau territoire de santé. Et puis après, l'autre chose éminemment essentielle, hein, c'est que par cette plateforme, on va vraiment lutter contre le renoncement aux soins, qui est souvent fait par négligence, mais aussi par problématique d'accès aux soins dans les déserts médicaux. Voilà. Donc on est basé à Saint-Malo et aujourd'hui, donc on a 18 mois d'existence, nous sommes 11 personnes et avec un développement qui est en accélération. Bravo, quelques applaudissements et j'imagine des questions des chefs d'entreprise qui font partie du jury. Qu'est-ce que ça génère comme question ?
Emmanuel. Est-ce que vous avez des exemples d'entreprises qui utilisent déjà vos services, peut-être à Saint-Malo? Oui, prenons un exemple en Bretagne, typiquement la Banque Populaire Grand Ouest, qui utilise donc notre solution et qui donc a mis à disposition un bureau donc d'une manière ponctuelle, à savoir 4 jours par mois, sur lesquels viennent se faire donc des séances d'ostéopathie, des examens de vue. Donc un client voilà qui aujourd'hui a vraiment trouvé un vrai intérêt. Pour information, il faut savoir que quand on prend la solution, on soumet un sondage, un questionnaire totalement anonymisé aux salariés. Et dans l'exemple de la Banque Populaire, ils l'ont soumis à 700 personnes et il y a eu 600 réponses. 600 réponses, 600 personnes qui ont répondu positivement, en tout cas, qui ont vraiment marqué un intérêt. Donc après, les salariés donc, prennent rendez-vous et les agendas du praticien se remplissent en même pas 30 minutes. Et donc, si ce n'est pas remboursé, l'ostéopathe, ça peut être... L'entreprise ne prend pas en charge le... Alors, le modèle économique, il est le suivant. En fait, la consultation, elle se fait entre le praticien et le salarié, donc carte vitale, carte mutuelle. Donc, c'est vraiment comme si vous alliez donc, dans un cabinet médical. On ne fait que venir, on amène la santé plutôt que la santé, c'est la santé qui vient à vous. Et puis, l'entreprise, elle va souscrire en fait à une licence annuelle pour pouvoir accéder donc à la gestion des rendez-vous, à la communication en interne pour faire des campagnes de santé. Et c'est juste sur cet aspect-là où elle est mise à contribution. C'est quoi le coût? Le coût pour une entreprise, c'est en fonction du nombre de salariés? Oui, alors le coût pour les entreprises, sur les entreprises de 500 personnes, c'est 5 000 € par an, c'est une licence annuelle, et après qui va aller jusqu'à 5, 10, 15 000, et c'est capé sur les grands comptes. Voilà. Et sur une journée de soins, du coup, il y a plusieurs praticiens sur une journée ou vraiment il y a l'employeur qui sélectionne un type de soins et les gens viennent s'inscrire? Enfin, c'est là que je comprends moins sur une journée type. Alors, c'est quand même une journée avec une thématique, mais dans certains cas, je prends l'exemple d'un autre client qui finalement a ouvert 3 salles pour avoir donc 3 praticiens différents le même jour. Mais ça reste quand même une salle dédiée pour une journée avec tous les rendez-vous pour un seul praticien. Voilà. En tout cas, ce n'est pas au bon vouloir du salarié de dire je prends rendez-vous. C'est toujours cadré par l'entreprise qui crée des campagnes de santé, quoi. Et nous, on les accompagne justement dans le lancement de ces campagnes de santé. Vous êtes présent sur le territoire breton. Géographiquement, où est-ce que vous êtes présent? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, il y a une difficulté à trouver justement des praticiens qui participeraient à ce... Donc en fait, on est basé donc à Saint-Malo. On a une cartographie qui est nationale pour les praticiens de santé. On en a plusieurs milliers, comme je disais tout à l'heure. Et ce qu'on a fait pendant 1 an, on a référencé des praticiens de santé. Il faut savoir que les praticiens de santé, ce sont souvent des jeunes diplômés qui ont besoin de se constituer une patientèle. C'est aussi des jeunes retraités aussi qui veulent continuer à exercer sans pour autant se couper en fait de leur profession. C'est aussi des remplaçants, des freelances. C'est aussi des femmes qui ont une profession médicale puis qui sont mis en retrait pour s'occuper de leur famille et puis qui veulent travailler en flexibilité 2 jours par semaine dans une entreprise pour faire leur mission de professionnel de santé. Donc, il existe un certain nombre de professionnels de santé qu'on ne voit pas et qui pourtant peuvent participer donc justement à lutter contre le renoncement aux soins parce qu'on leur propose une autre manière de travailler qui est moins chronophage que d'être dans un cabinet où c'est très consommateur de CAPEX. Voilà, il faut s'installer, il faut créer sa patientèle. C'est pas donc on leur propose une nouvelle manière de travailler et ils sont très nombreux en tout cas à aller dans ce sens-là. Jean-Luc, dernière question. Oula, en essayant de respecter le mobilier Fly, s'il te plaît, qui a été mis à disposition. Hein. J'essaye. Le coût pour le praticien? Alors, le praticien, il s'inscrit librement, sans aucun engagement. La seule chose, c'est que nous, on va prendre une commission de 6 à 8% sur chaque consultation médicale. Là, le deuxième moyen économique. Je comprends mieux. C'est transactionnel et ARR. Merci beaucoup. On va s'arrêter là, Jean. Donc, c'était Viabiz. Alors, il y avait un petit doute sur une dernière start-up, Innovali, mais sur lequel on n'avait pas de support. Est-ce que c'est normal ou pas? Non. Pardon? D'accord, ok. On est pareil, d'accord. Eh ben, c'est tout bon alors. Eh ben, donc dans ce cas-là, on a passé nos 6 candidats. Ce que je vous propose peut-être, c'est on va laisser 2-3 minutes les membres du jury délibérer sur leur top 3. Et Jean-Luc et Didier, je vous laisse peut-être clôturer la journée, hein, pendant qu'on se prépare aussi après à aller boire un petit verre. Voilà, on vous laisse discuter entre vous sur un top 3. Tiens. Surtout, vous ne bougez pas.
Bon, c'est sûr que arrivé assez tardivement comme ça, les gradins se sont bien vidés parce que c'était intense depuis ce matin. On voulait quand même revenir impérativement, j'en ai parlé pour ceux qui étaient là ce matin, sur nos entreprises partenaires. Parce que je rappelle encore une fois que cette journée, c'est une organisation faite par Didier et moi, et que ça a un coût, et que ce coût-là, on ne vous le refacture pas, puisque c'est gratuit. Le but étant tout simplement de vous faire vivre quelque chose qui va vous inspirer demain à utiliser du digital ou du numérique, en faisant confiance à des gens qui, pour la plupart, sont sur le territoire breton, mais surtout en pouvant vous renseigner, aller directement taper toutes les entreprises que vous avez vues en prenant des rendez-vous, soit téléphoniques, soit en visio, parce qu'ils vont pouvoir vous expliquer quelles sont les problématiques qu'elles ont eues, quelles sont ce que ça leur a permis de faire tout simplement, combien ça leur a coûté. Et je pense que ça, c'est très important. Donc le but, c'était vraiment de pouvoir vous inspirer et d'essayer d'être le plus éclectique possible. On a vu qu'aujourd'hui, on est passé avec des toutes petites entreprises et des très grosses entreprises. Et puis, les sujets sont très, très variés. Alors, il y en a tout plein dans les cartons, parce que bien évidemment, on a croisé beaucoup de monde aujourd'hui. Il y a eu plein d'idées, des gens qui veulent venir l'année prochaine. On espère bien évidemment que ça vous aura plu. Les partenaires, parce que on les nomme jamais assez. Je ne sais pas s'il faut que je fasse le tour des partenaires, parce qu'il y en a quand même quelques-uns, mais il n'y en a que 30. Je ne sais pas, Didier, si c'est peut-être pas nécessaire. Alors il y a certains, c'est du partenariat financier, parce que c'est ce qu'on avait besoin. Je vous ai expliqué ce matin que le coût de la journée, c'est pas compliqué, c'est 50 000 €. Donc il fallait qu'on trouve 50 000 €, c'est ce qui a été fait. Et puis pour certains, c'est de l'aide ultra technique. Je pense bien évidemment à ceux qui sont toujours dans les back-office. En l'occurrence, aujourd'hui, les gens de RMN, Radio Montagne Noire, à Gourin, ils émettent un peu partout en Bretagne. Ils sont partenaires depuis 3 ans. Ils nous ont fait confiance depuis le début. C'était retransmis sur le site de Digital Inspirationnel. Ce sera aussi possibilité d'aller bien évidemment voir les replays. Et ça, c'est quand même très bien. Les moyens techniques sont importants. Ceux qui sont on va dire, là, entièrement en partenariat. Moi, je vais remercier Frédéric pour l'animation, comme d'habitude, au top, avec ses petites blagues. On a essayé. Merci à certains de nos amis qui ont géré la partie cocktail, et ça a été assez rock'n'roll, je crois, au final. Merci aussi à une partie de mon équipe. Donc, il y avait 2 personnes qui ont travaillé en amont du projet, Clémence et Lucas, mais qui ne sont plus là, qui tous les 2 étaient à l'IUT de Quimper. Et je vais surtout remercier Malou, je ne sais pas si elle est là, si elle peut monter sur scène. Allez. Et je pense qu'elle mérite bien, et sous vos applaudissements, parce qu'elle a fait un travail terrible. Et voilà. Pareil, partout aujourd'hui. Les RH, c'est compliqué, mais des fois, il y a des bonnes surprises. Voilà. Et il ne faut pas oublier Clément, qui lui aussi est derrière. Donc Clément vient avec nous sur la scène, qui a pris à l'arrache cette semaine un job pas facile. C'est la préparation de tous les slides, l'envoi des bonnes slides au bon moment et ainsi de suite. C'est pas simple, mais là je peux te dire, bon, tu auras ton diplôme digital inspirationnel pour la première année, donc c'est bon pour l'année prochaine. Hein, Didier, c'est pas la peine quand. Il y a Kylian et Lucas là, qui doivent être aussi quelque part, qui font partie de l'équipe, qui ont très très bien travaillé. Ça a été très dur cette semaine, la dernière ligne droite, mais bon, on s'est accroché, ça l'a fait. Ça fait le job. Merci à tous, merci, et puis on espère vous revoir dans 2 ans. Dans 2 ans, l'an prochain. Je me dis que le Covid a fait un trou, donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas eu. N'hésitez pas, c'est-à-dire que s'il y a des informations que vous voudriez avoir sur les sociétés qui sont passées et que vous n'arrivez pas à les trouver, là vous envoyez directement un message sur contact@digitalinspirationnel.bzh et on se chargera de vous aiguiller au bon endroit et essayer de vous renseigner au mieux que possible.
Il y a une captation vidéo, donc toutes les vidéos, on les remettra sur YouTube. Il y aura un after movie, des reportages photos, donc il y aura beaucoup d'éléments qui permettront de revoir les interventions ou d'obtenir des informations complémentaires. S'il y a des présentations que vous voulez obtenir, je pense que c'est aussi possible. Donc il ne faut pas hésiter à nous contacter. Voilà, la gorge commence à être sèche, hein, donc je vais proposer aux membres du jury qui sont dans leur délibération finale. Je pense qu'on y voit clair, à peu près. Les pourparlers sont encore en cours. Alors, qui se fera la porte-parole ou le porte-parole Allez, Emmanuel, tu commences? Ouais, tu me rejoins. Allez, micro, bien sûr, t'inquiète pas. On va commencer par le 3e prix, peut-être. Ouais, voilà, il y a un coup de cœur, je crois. Il y a un coup de cœur et ensuite deux. Voilà, et ensuite on passera au 2e prix. Alors le coup de cœur, Emmanuel. Un coup de cœur pour les moules. Voilà, pour Bisco. Ouais, Bisco. Voilà, c'était pas le projet le plus numérique, non, plus digital, le mais plus en fait digital. l'idée est top. Mais voilà, donc il peut monter sur scène. Voilà, c'était voilà, sous les applaudissements, hein, bien sûr. Voilà. Peut-être redonner Bisco le site web, c'est comment? Pour en savoir plus sur le projet? Le site web, il est en cours de fabrication. Très bien. Et on peut suivre sur LinkedIn, sinon peut-être te demander pour avoir des nouvelles du projet. Ton rappel, donc c'est Bisco ou alors c'est ton nom directement? Si on veut. Il y a Bisco, très bien. On Matériaux adore ta personnalité. Biosourcés, Voilà. et effectivement. Ouais. Et ça si fait... tu as besoin d'aide, on peut t'aider. Enfin, si tu peux nous rappeler Ouais. après. Et il y a pas mal de projets aussi. Je Ouais. pense à Guylaine du côté de Brest aussi, sur du sédiment. Bah, bref, on voit qu'il y a beaucoup de choses sur des matériaux biosourcés. On passe à la 2e marche du podium. Alors la 2e marche du podium, c'est Blue Market. C'est Blue Market, très bien. Qui nous rejoint sous l'ovation du public? Je crois que c'est celui qui a généré le plus de questions de la part du jury, hein, sur la revalorisation, réutilisation des déchets. Je te laisse peut-être, qui souhaite dire un petit mot, parce que je pense que vous avez tous été concernés par rapport à ça. Ouais, c'est ça. On trouvait qu'effectivement, avec notamment nos métiers industriels, on sait qu'on a effectivement entre guillemets des nanars, un peu des choses comme ça qui traînent, et c'est un bon sujet. Donc on trouvait ça vraiment passionnant et l'idée très bonne. Et pareil, là le site, il est en cours ou non? Ça existe, etc. Donc c'est Blue Market. bluemarket.fr sur LinkedIn, parfait. Et puis rendez-vous sans doute très bientôt sur un prochain Digital Inspirationnel. Merci beaucoup Alexis. Bravo. Et donc le projet qui a retenu le plus votre attention, que vous souhaitiez récompenser est, Boris? C'est Viabiz. C'est Viabiz, donc le dernier projet où on était sur la santé qui rentre dans l'entreprise. Voilà, bravo Jean. Voilà, un petit mot également sur donc là pour en savoir plus sur le projet, pour suivre l'actu, etc. C'est donc le site c'est viabiz.com et après sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. Très bien. Et donc basé à Saint-Malo, j'ai vu l'histoire de l'incubateur HEC aussi à Station F. Voilà, et puis sans doute déjà des références finistériennes ou pas encore? Non, mais en tout cas en Bretagne, oui, on parlait de la Banque Populaire, on parle aussi Lactalis, Thales, Arène. Voilà. Je pense que ça peut intéresser évidemment potentiellement beaucoup de monde. Ouais, Boris, vas-y. Si je peux me permettre, hein, toutes les TPE, PME aussi qui font de l'industrie sont vraiment... il y a vraiment des problématiques autour des TMS et on ne sait pas comment les gérer et on ne sait pas aussi comment montrer aux salariés qu'on a envie de faire des choses pour eux. Et je trouve que c'est des bonnes solutions. Donc pas hésiter aussi à aller sur des plus petits comptes qui sont prêts, je pense, à mettre 5 000 € par an pour créer ces journées-là parce qu'un arrêt de travail et une équipe démotivée, ça coûte beaucoup plus cher. Allez, c'est top. On va s'arrêter là-dessus. Le mot de la fin. Merci beaucoup aux membres du jury. Jean-Luc. J'ai toujours un truc à dire, c'est bien. Vas-y.